J'essaye de pas trop rire parce que je dois me faire remplacer une dent, donc j'ai un trou dans les dents. Je me suis tapé un chalazion dans l'œil. J'ai failli pas venir ce matin parce que j'étais rouge hier encore. Je me dis, les gens ils vont me prendre pour une espèce de débris qui parle de Cinoche. Là, c'est pas possible en fait. Cop Shop. Cop Shop. Bien ou pas bien? Dernier film de Carnahan, beaucoup mieux que Boss Level, en ce qui me concerne. En fait, si tu veux, il y a dedans ce que j'aimerais voir dans le Cinoche régulièrement, mais ça n'apparaît que par fulgurance. Donc voilà. Mais ça reste sympathique. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup pour qu'on me fasse plaisir, tu vois. Tu fais un générique avec une musique de Lalo Schifrin, tu mets un gros Magnum 44 et à la fin, tu sors une grosse phrase badass. Moi, je suis content, hein. Bring it on. Don't fuck with me. Là, vous voulez commencer direct, là? Vous voulez même pas que je m'étire, que je fasse un peu de méditation, rien du tout, faut que j'attaque, quoi. Salut, c'est la Minute Yannick Dahan, et aujourd'hui, on va parler de Descente au poste. Je commence le film, j'ai remarqué Descente au poste. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Cop Shop, le dernier film en date de Joe Carnahan, qui vient de débarquer, là, juste il y a pas si longtemps, sur Amazon Prime. Which one are you gonna arrest me? One of you people, please arrest me. You're under arrest. So why were you looking to get locked up, Theodore? Everyone's trying to kill me. He nearly killed us. On va essayer de structurer un peu plus que ce qu'on avait fait la dernière fois sur Hold. Pour ceux qui l'ignorent, donc Cop Shop, quand même, c'est le dernier film de Carnahan. Maintenant, on commence à être habitué, malheureusement, à voir les films de Carnahan qui débarquent directement en vidéo en France. On a eu Stretch, on a eu Boss Level, on a maintenant celui-là. Nous, on a adoré ce type-là parce que c'est le mec qui nous a scotché avec Narc en premier film, qui a fait un Smoking Aces, qui reste l'incarnation du film pop métaphorique et jouissif au possible, qui a fait pour moi son meilleur film, qui est Le Territoire des Loups, The Grey, avec Liam Neeson, qui était un film incroyable. Et voilà, comme tout jeune réalisateur extrêmement talentueux qui commence à être repéré par le système, on a commencé à lui filer des gros budgets, sauf que les mecs, ils savaient pas qu'ils tombaient sur un type qui avait quand même la badass attitude et une certaine forme d'intégrité qui fait que la plupart des gros films sur lesquels il s'est retrouvé, il n'a pas pu les faire, il les a pas terminés parce qu'il était en conflit artistique, ça c'est la version gentille. Donc il s'est barré de Mission Impossible 3, il s'est barré de Bad Boys 3, il s'est barré du remake de Justicier dans la ville, de Death Wish. Et même si du coup, il en est revenu à faire des plus petits films avec son grand pote Franck Grillo, malheureusement, c'est plus des gros budgets, c'est plus forcément des films qu'il choisit intégralement. Je resitue tout ça parce que, tout simplement parce que il y a eu divergence artistique aussi sur ce film-là, et évidemment, ça a des conséquences sur la perception qu'on peut en avoir. Donc ça dit tout. Tu sais que tu es en train de voir un film où il n'a pas eu le final cut, où le personnage de Franck Grillo a été visiblement charcuté, où il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. T'as dit tant mieux, il s'est pas barré du film comme il l'a fait avant. C'est quoi l'histoire de Cop Shop? Elle est toute simple. On a une espèce d'escroc en fuite qui dans un bled du Nevada au milieu du désert. On sent qu'il est poursuivi par quelqu'un, on sait pas pourquoi. Il décide de se faire arrêter par la police pour se faire protéger. Il arrive dans le commissariat. On sent qu'il craint que quelqu'un le suive, qui n'arrive pas tout de suite. On l'enferme. Et puis on découvre derrière Gérard Butler. Gérard Butler, pareil, cherche à se faire arrêter par les flics, il se fait arrêter par les flics, et tu comprends en fait que l'un est un escroc et l'autre, Gérard Butler, est un tueur à gages qui fait exprès de se faire arrêter dans le but de buter cet escroc joué par Franck Grillo. Évidemment, on voit tout ce que ça convoque, on est dans une sorte de huis clos qui fait penser un peu au postulat de base de Assaut, et tu te dis, il va forcément se passer quelque chose dans ce commissariat qui va faire tout partir en sucette. Concept cool, que tu pourrais retrouver chez plein de wannabe Tarantino ou de petits artisans. Tu te dis que dans les mains de Carnahan, un concept comme ça, qui se veut être le petit film malin, où évidemment tu vas te demander qui du psychopathe, du tueur, de la flic, de l'escroc va s'en sortir, quelle relation va s'enchevêtrer pour amener très probablement à une fin, pas de twist, mais à une fin au moins ironique, ou au moins qui porte du sens. Je veux dire, c'est ce que t'attends d'un Carnahan. Quand tu le regardes globalement, que tu essaies de prendre du recul par rapport à ce que tu vois, il y a des problèmes
de caractérisation de personnages, il y a des problèmes d'arc narratif, il y a des problèmes de structure du récit. C'est là où je te dis, c'est un peu comme du Shane Black. C'est des gens qui utilisent le genre, les archétypes, avec une ironie sarcastique très souvent à l'intérieur, mais qui, à travers ces archétypes, cherchent à toucher une humanité, cherchent à montrer différentes facettes de l'être humain, à sortir du canevas habituel de l'héroïsme au cinéma, dans lequel, si tu veux, c'est un cinéma d'outcast, c'est un cinéma de marginaux, c'est un cinéma où on te dit, mais être contestataire, être marginal, être finalement pas dans le politiquement correct ou tout ce que tu veux, c'est être cool. Donc il y a toujours eu ce côté-là chez ces cinéastes. Le problème que j'ai, moi, dans Cop Shop, c'est d'abord ça. C'est d'abord, t'as l'impression qu'on sort jamais de ces archétypes-là. Et même s'il y a des petites choses intéressantes, tu sens que le personnage de Franck Grillo était un personnage qui aurait pu être fascinant. C'est un escroc, manipulateur, tu sais qu'il est dans le mensonge, donc tu te dis, il va en faire quelque chose de ce perso-là. Pareil, Butler arrive comme le tueur sans pitié, tu te dis, bon, c'est la caricature du mec badass, tel que tu l'imagines pour Butler, il va en faire quelque chose. L'héroïne principale qui te montre comme une sorte d'inspecteur Harry au féminin, quoi, avec l'attitude, tout ça, tu te dis, il va en faire quelque chose. Et en réalité, quand tu regardes bien le film, ces persos évoluent très très peu. Il y a des tentatives. Mais c'est unilatéral. Une fois qu'on a cette intro plutôt cool du film qui met en place tous les éléments et qu'on en arrive à, bon, ok, on a la flic, l'escroc, le tueur à gages dans le commissariat, le film commence à s'intéresser à des sous-intrigues. Tu vois, tu vas suivre le personnage d'un flic que tu sens être un peu corrompu, tu vas suivre le commissaire qui va le chercher quelque part, tu vas avoir un autre flic de l'extérieur qui est en train de mener une enquête, puis le psychopathe qui arrive. Et c'est plutôt intéressant. Mais plus le film avance, plus tu mesures en fait que toutes ces sous-intrigues, tous ces personnages fonctionnent. Ils ne les amènent pas dans un arc narratif. C'est-à-dire, ils ont une vocation à être des éléments structurels qui permettent des articulations de récits plus tard. Tu vas suivre longuement cette espèce de flic corrompu qui fait des trucs en douce dans le commissariat. Tu sais que ça doit amener quelque part. Et il l'amène quelque part, puisque ce personnage crée des mécaniques qui vont révéler son utilité quand tout va partir en sucette dans le commissariat. Sauf que ce n'est jamais du point de vue réellement de sa psychologie ou de ce qu'il peut apporter par rapport aux autres personnages. Et tu te dis, mais pourquoi avoir passé autant de temps sur ce perso si c'est juste pour qu'il soit le déclencheur d'un élément purement d'articulation scénaristique? Moi, en fait, plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que c'est le dernier acte du film qui est probablement le plus charcuté. Parce que c'est pensé en termes de mise en scène sur le reste. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'un Carnahan va passer autant de temps sur des choses qui apparaissent comme des épiphénomènes s'il n'était pas en train de structurer un puzzle qui allait apporter un sens. La façon dont certains des persos principaux, que ce soit Butler et Grillo, qui s'en sortent ou qui s'en sortent pas, qui soient butés ou qui soient pas butés, t'as l'impression que c'était pas ça qui était prévu. Que celui qui se fait buter n'aurait pas dû se faire buter. Que celui qui se fait pas buter aurait dû être buté. Mais quand je te parlais des personnages où je trouvais pas ça cohérent, ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas, sans spoiler le film, il y a un moment donné dans le film où le personnage de Butler subit quelque chose qui devrait être définitif et qui ne l'est pas. Et où tu te dis, c'est pas ce que voulait Carnahan. Voilà, bon, moi je le ressens comme ça, je me trompe peut-être, mais autant je suis sûr que tout le parcours de la meuf et le fait qu'elle soit présentée comme une héroïne qui réussit pas, c'est probablement quelque chose voulu par Carnahan, autant ce qui se passe avec Grillo et Butler, c'est pas ce qu'il voulait faire avec ses persos. C'est là où j'ai un énorme problème sur ces sous-intrigues qui ne sont pas exploitées au final, et sur ces personnages dont tu sens chez Carnahan qu'il y avait la volonté de les amener quelque part, mais on ne les amène pas quelque part. Si malgré ses défauts, je trouve le film super cool, c'est parce qu'il m'a pécho dès le générique, moi, tu vois. Je vois une nana black rasée qui joue avec son Magnum 44, là, c'est pas un Magnum 44, mais c'est un gros gun et qui kiffe en faisant ça. Elle se retrouve à côté d'un équivalent de Barney, du gros flic black avec la coupe afro, en train de bouffer un burger, et tous les deux, on les appelle, on leur dit, faut que vous alliez là, tu vois, il y a une urgence, et les mecs, ils se barrent, l'autre est là, j'ai même pas le temps de finir mon burger, il prend sa bagnole, il se casse, et là, le mec, il te fout
avec de la typo 70s, la musique du générique de Magnum Force. Donc moi, tu vois, en 3 secondes et demie, j'étais à mort dedans. J'étais là, bah, putain, mais ça va être mortel, ça va être jouissif. Bon, le psychopathe qui arrive en milieu de récit, qui est pas attendu. Puis surtout la figure, ce qu'il en a fait, c'est-à-dire prendre un acteur de comédie américain vieux qui ressemble à rien, qui est genre l'anti-badass possible, qui est juste une petite merde, quoi. Et en fait, c'est un ultime killer et c'est plutôt bien amené. Tous les persos, c'est pour ça que je suis même un peu emmerdé sur ce que je te disais par rapport au parcours des personnages principaux, c'est qu'au final, t'as l'impression qu'ils sont plus intéressants les persos autour que les trois persos principaux. Chose cool en réel. Moi, je te dis, c'est toujours sur l'introduction des personnages que j'adore ça. Par exemple, la flic héroïne, elle discute avec un pote flic à son bureau sur son gun, et ils se font un simili-duel pour savoir le premier qui va tirer, et l'autre, il lui montre comment il joue avec son barillet et tout. Tu te dis à quoi elle sert cette scène-là, et elle est ramenée à la fin, au moment du climax, mais t'as des plans qui sont incroyables, où la nana, elle se lève derrière ça, t'as les flammes, elle fait un discours, elle sort son gun, t'as le barillet qui tourne au ralenti, la caméra qui rentre dans le barillet, tu vois la balle tourner, alors qu'au fond, tu vois le mec qui veut viser, puis tout d'un coup, elle tire, et il joue sur la profondeur de champ et sur les vitres qu'il y a qui se brisent avant que le mec... C'est incroyable. Moi, je vois personne aujourd'hui qui filme des trucs comme ça. J'aurais aimé tout le film soit à l'image de ces idées-là, tu vois. Mais malheureusement, elles apparaissent que par fulgurance. Donc, il y a des trucs qui sont super comme ça. Mais il y a une autre chose qui est intéressante, je pense, et c'est là où je te dis, c'est un film qui se devine, c'est que tu sens toujours la vénéritude de... Tu sais, c'est un contestataire, Carnahan. On est dans un monde où on sait bien aujourd'hui, faut pas être idiot, qu'il y a des exigences politiques sur les films ou aux États-Unis, que ce soit MeToo, Black Lives Matter ou tout ça, créer des conditions qui fait que tu veux ton film existe, il va falloir que tu sois entre guillemets le plus inclusif possible ou tout ce que tu veux. C'est pas étonnant que le personnage principal soit le personnage d'une femme noire, et en même temps, pendant tout le film, de manière sous-jacente, il valorise le personnage, c'est pas la question. Mais c'est comme si tu avais l'envie de dire « Oui, non, mais je vais pas le faire comme vous voulez que je le fasse. Donc, je vais pas en faire la meuf black, super-héroïque, badass, Wonder Woman, immaculée. Et genre, tous les autres, c'est des connards. Il va te l'héroïser, il va te montrer qu'elle est dure à cuire, elle est badass. Tu la vois même dans une scène assez jouissive, créer une tranchée, un mec blessé, si tu veux couper le truc pour le faire respirer, tu vois. Elle réussit ça. Et à la moitié du film, pour éviter le psychopathe, elle sort d'une fusillade, elle tire, elle se blesse elle-même, par ricochet. Pas innocent. C'est-à-dire que cette nana qu'on te présente comme l'héroïne, en fait, tout le reste du film, elle s'est auto-fuckée, quoi. Et donc, t'as quand même et qui ne se traduit pas du tout, attention, hein, ça se traduit pas du tout comme une volonté anti-woke ou je sais pas quoi. C'est plus, tu sais, c'est plus ce côté vénère de dire, bon, ben alors, je suis obligé d'avoir un casting comme ça parce qu'on me l'impose, ou je suis obligé d'aller dans cette direction-là, mais je vais la vriller de l'intérieur. Et il y a plein d'éléments comme ça, en fait, qui sont vrillés dans le film. Donc, en fait, tu le reconnais, son cinéma, il est là. C'est pour ça que je dis que ça reste cool. Parce que le mec a une vision des personnages, une vision de l'ambiance, une vision de la réal, qui est old school et qui est assez jouissive, quoi. Ça m'a énervé ce qui est arrivé au film. C'est-à-dire qu'en l'état, moi, je dirais aux gens, écoute, c'est une petite série B, avec une ambiance cool, pour tous ceux qui aimaient le cinoche un peu old school des années 70, des années 80 comme nous. Pas mémorable, mais il y a des choses super dedans. Il y a vraiment des passages vraiment mortels. Mais j'étais énervé parce que... j'étais énervé de ce que le film a subi. J'étais énervé parce que tu vois vraiment ce qu'aurait pu être le film. Tu le ressens viscéralement. Et tu te dis, jamais Carnahan de lui-même n'aurait probablement laissé ses personnages ne pas évoluer, ne pas se construire. Je pense effectivement que Carnahan fait partie des rares mecs comme Shane Black à qui on peut donner un scénar de série B de merde et qui peut, à travers l'action, à travers les archétypes, en faire sortir une dimension humaine, la complexité de l'être humain. Je vais pas te dire qu'ils vont faire des réflexions sur la condition humaine, encore que Smoking Aces avait une symbolique qui était hyper intéressante. Mais quand tu vois Marc, tu vois la capacité qu'a Carnahan de construire des personnages à multiples facettes, hyper riches et qui nous interpellent. Qui nous interpelle dans nos espoirs, dans nos bassesses, dans notre médiocrité, comme dans parfois notre sens du sacrifice. Mais c'est ce que je te disais sur ce cinéma d'Outcast. Alors qu'aujourd'hui, et ces mecs-là n'arrivent plus à exister. Ils n'arrivent plus à exister parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus de personnages humains au cinéma. On veut des étendards. Qu'ils soient des étendards idéologiques, qu'ils soient des étendards
politique, c'est ça qu'on met en avant. Mais ces mecs-là, juste, on ne trouve plus la place de faire quelque chose qui, même à travers un film de genre, parle de nous. Avant, on savait le faire. Alors tu vas me dire, c'était mieux avant, c'est un truc de vieux con. Peut-être. Mais moi, aujourd'hui, je vois des personnages creux, je vois des hologrammes, je vois des stéréotypes de personnages qui sont tous pareils, unilatéraux du début à la fin, tu vois, qui doivent être rigolos, qui doivent être super héroïques, qui doivent être badass. Enfin, c'est Wonder Woman. Pour moi, c'est Wonder Woman. C'est Wonder Woman. Et à la fin, c'est Wonder Woman. Et c'est pas intéressant, ça. C'était la minute Yannick Dahan sur Cop Shop. On sera là la semaine suivante. Et on va causer, si je me rappelle bien de l'ordre chronologique des films, on va parler de Lamb, le film extrêmement chelou en provenance des pays du Nord. Donc, à la prochaine fois.